Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que nous sommes programmés? J'en suis pas encore à parler de la spécificité de l'humain. Je parle de l'ensemble des animaux dont je vous rappelle que nous faisons partie. Alors, je perds pas de vue le sujet de la série, c'est-à-dire la conception de l'être humain qui ressort du gène égoïste de Dawkins. Alors, je vous rappelle que nous sommes, comme tous les êtres vivants, des machines à survie au service des gènes. En ce qui concerne les animaux en particulier, ben, on pourrait avoir tendance à tiquer là-dessus. Ils sont au service d'eux-mêmes, pas au service des gènes. Ils agissent pour leur propre plaisir, leur propre survie, même si elle peut pas être éternelle, mais elle peut être plus ou moins longue. Ils agissent pour éviter leur propre douleur. Mais que nous, animaux, soyons des machines à survie au service des gènes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous considérer comme des individus, comme des tout autonomes et organisés. Dawkins écrit: si les corps sont une colonie de gènes, ils ont indéniablement acquis dans leur comportement une individualité propre. Un animal se déplace comme un tout coordonné, comme une unité. Alors le chat que j'ai sur les genoux en ce moment, Cachou, c'est effectivement un individu avec une subjectivité, un tout coordonné. Il va agir dans son propre intérêt. Et moi aussi, je suis un tout coordonné. Je suis un individu. De dire que nous sommes des machines à survie pour les gènes, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des individus et on a une subjectivité. C'est là-dessus que je vais me concentrer dans cette vidéo-ci. Les animaux, ils agissent selon un programme qui est mis en eux par les gènes. Mais les gènes, ils ne contrôlent pas directement chaque action de l'animal comme le ferait un marionnettiste avec un pantin. Les gènes, ils programment des tendances, des possibilités, et les animaux vont réagir à leur environnement à partir de ce potentiel-là que les gènes ont mis en eux. Ils ont des programmes généraux qui vont les inciter, par exemple, à se nourrir de ce qui est bon pour eux, à fuir le danger, à prendre soin de leurs petits, à s'accoupler, etc. Alors, il faut bien comprendre que les animaux, évidemment qu'ils n'agissent pas consciemment de manière à assurer la survie de leur gène. Cachou, il sait vraisemblablement même pas que ces gènes existent. Hein, mon gros toutou? Les animaux, ils savent pas que leurs gènes existent. Et même les humains, c'est à un certain moment de l'histoire de notre espèce qu'on a pris conscience de l'existence de nos gènes. Et encore là, même depuis qu'on sait que ça existe, c'est rare qu'on agisse en pensant à la réplication de nos gènes. On agit pour atteindre des finalités qui sont liées au plaisir, à l'évitement de la douleur, à la santé, à la recherche de statut social. Alors bref, comme le dit Dawkins, les machines à survie animale, humains compris, ont une subjectivité. Donc l'humain se caractérise, il n'est pas le seul, mais il se caractérise par une subjectivité. Nous sommes une machine à survie par les gènes, nous sommes une machine à survie pour les gènes et pour les mêmes, dotés d'une subjectivité. Dans la vidéo d'introduction de la série, je parlais de l'existence d'une diversité d'êtres intelligents ayant chacun ses finalités, auxquelles la sélection naturelle aurait donné lieu. Alors en gros,
Dawkins nous dit que le monde n'est manifestement pas la création d'un être intelligent omniscient ayant une finalité ultime à laquelle tout serait subordonné. Ça, c'était ce qu'on croyait dans la conception chrétienne du monde et de l'humain. Manifestement, le monde est plutôt un rassemblement d'êtres intelligents non omniscients aux finalités différentes et dont les finalités peuvent entrer en conflit. C'est essentiellement des animaux que parle Dawkins en parlant de ces divers êtres intelligents aux finalités différentes. Alors, les finalités des animaux reposent essentiellement sur la dualité recherche de plaisir, évitement de la douleur. Quand l'animal mange, il permet à la machine à survie pour les gènes qu'il est de survivre un peu plus longtemps et ça lui donne plus de temps pour trouver un partenaire pour se reproduire. Alors du coup, quand l'animal mange, ça a pour effet que ses gènes ont plus de chances de se répliquer. Mais l'animal, il mange en étant motivé par l'évitement de la douleur qui est la faim, pas par la réplication de ses gènes dont il n'a même pas conscience de l'existence. Prenons un autre exemple, les relations sexuelles dans l'espèce humaine. Je suppose que j'ai pas besoin d'expliquer en quoi les relations sexuelles sont utiles à la réplication des gènes, mais il reste qu'on a des relations sexuelles pour le plaisir. Permettez-moi de douter que beaucoup de gens pensent à leurs gènes en ayant des relations sexuelles. Puis c'est à noter que beaucoup de pratiques sexuelles ne mènent pas à la reproduction. Ces pratiques-là ne seraient d'aucun intérêt si notre motivation était la réplication de nos gènes. Et même pour un couple qui décide d'avoir un enfant et d'agir en conséquence, le désir d'avoir un enfant n'a rien à voir avec un désir pour la réplication des gènes. Les motivations sont ailleurs. Alors, nos motivations ne sont pas consciemment liées aux gènes, mais elles sont quand même le résultat de la programmation par les gènes. Les gènes nous programment de façon à ce qu'on agisse d'une manière qui, dans l'ensemble, avantage la survie des gènes plus qu'elle ne la désavantage. Bref, les gènes programment des possibilités chez l'animal. Les animaux ont un cerveau. Le cerveau, il est influencé par l'environnement et il fait agir l'animal. Dawkins va comparer le cerveau des animaux à un ordinateur. Il écrit ceci. On peut considérer que le cerveau a un fonctionnement analogue à celui des ordinateurs. Leurs fonctionnements sont analogues dans la mesure où ces deux types de machines produisent des sorties complexes après analyse des entrées et examen d'informations mémorisées. Pour mieux se faire comprendre, Dawkins compare la programmation d'un animal ou d'un organisme par les gènes à un jeu d'échecs sur ordinateur. L'informaticien qui programme le jeu, ce serait comme les gènes. Donc, l'informaticien égale les gènes, l'ordinateur égale l'animal, celui qui joue aux échecs sur ordinateur égale l'environnement dans lequel vit l'animal. Vous savez que l'informaticien ne contrôle pas directement ce que fait le jeu d'échecs. Encore une fois, contrairement à un marionnettiste qui manipulerait un pantin, quand vous jouez aux échecs sur ordinateur, vous ne jouez pas contre l'informaticien qui a mis le programme dans la machine. Vous jouez vraiment contre l'ordinateur qui a été programmé pour réagir à ce que vous faites. Alors, programmer, ça veut dire établir les possibilités que l'ordinateur ou l'animal peut mettre en œuvre
en fonction de ce qui arrive dans son environnement. Comme l'écrit Dawkins, le programmeur ne peut qu'établir au préalable le meilleur programme possible en équilibrant la liste des connaissances spécifiques et des suggestions stratégiques et techniques. Le programme est un ensemble de prévisions, somme toute. Et les prévisions ne sont pas toujours exactes. Ce qui explique qu'il existe des tendances qui ne semblent pas avantager les gènes, ni même les organismes. Et ici, je vous rappelle que Dawkins insiste justement pour dire que la sélection naturelle rend compte de l'état du monde tel qu'on peut l'observer, contrairement à l'hypothèse d'un dieu théiste. Si la nature avait été créée par un dieu théiste, les animaux, humains compris, n'auraient pas été conçus de telle manière qu'il leur arrive de se faire du mal à eux-mêmes. Dawkins écrit « Faire des prévisions dans un monde complexe relève du domaine de la chance. Chaque décision prise par une machine à survie est un pari, et c'est aux gènes de programmer le cerveau à l'avance, de manière à ce qu'en moyenne, les décisions s'avèrent payantes. La monnaie utilisée dans le casino de l'évolution est la survie. La survie du gène, pour être exact, mais pour de nombreux objectifs, la survie individuelle est une approximation raisonnable. Les individus dont les gènes construisent des cerveaux faisant souvent des paris corrects auront par conséquent plus de chances de survivre et donc de propager les dits gènes. Vous voyez, qu'on soit programmé, ça ne veut pas dire que tout est déterminé d'avance. Et l'apprentissage existe. Dawkins écrit « Une manière dont les gènes résolvent le problème des prévisions dans des environnements assez imprévisibles est l'acquisition d'une capacité d'apprentissage. » Alors, comme je l'ai déjà mentionné, la dualité plaisir-douleur prend de l'importance. Les animaux apprennent notamment à répéter les comportements qui leur apportent du plaisir et à éviter ceux qui sont suivis d'une douleur. Et ça permet aux gènes à la fois de simplifier le programme de base et de rendre l'animal adaptable à des environnements variés. Encore une fois, ce n'est pas sans mauvais potentiel. C'est globalement que la recherche de plaisir nous amène à des comportements qui nous font survivre plus longtemps, nous maintenir en santé et nous reproduire. Alors, j'ai déjà donné l'exemple de la recherche de plaisir sexuel. Elle donne lieu à l'accouplement, mais elle incite aussi à la masturbation. Si on prend les conditions dans lesquelles l'espèce humaine a évolué, notre tendance à consommer des aliments sucrés, c'est une adaptation. Quand la nourriture était rare, consommer le plus d'aliments sucrés possible, c'était avantageux. Maintenant, dans les sociétés industrialisées, il y a une abondance de sucre, y compris des sucres artificiels, mais notre tendance à consommer le plus de sucre possible, elle est encore là. On est encore programmé comme ça. Et ça donne divers problèmes de santé parce qu'il y a surconsommation. Quand l'environnement change, une tendance programmée par les gènes qui a été avantageuse un certain temps peut devenir désavantageuse. Bon, l'humain, évidemment, n'est pas en voie d'extinction, mais ça arrive que des espèces s'éteignent. Et c'est justement pour ça. Leur programme génétique ne change pas comme par magie quand l'environnement change. Et n'étant plus adaptés à leur environnement, ces espèces, les membres de ces espèces cessent d'être des bonnes machines à survie pour leurs gènes et ils disparaissent petit à petit. Et prochainement, on verra qu'en plus d'être compatibles avec des comportements qui n'avantagent ni les gènes ni l'organisme, l'idée que nous sommes programmés par des gènes, et qui plus est des gènes égoïstes, n'est pas non plus incompatible avec les comportements altruistes qu'on retrouve chez plusieurs animaux, y compris l'humain.